Bonjour à toutes et tous. J'ai le grand plaisir d'introduire cette deuxième conférence de l'année 2025 du cycle Avenue Centrale, une conférence qui va être consacrée aux défis préhistoriques, repenser l'histoire depuis l'art paléolithique et qui va être prononcée par notre invitée Audrey Rieber. Donc, Audrey Rieber est maîtresse de conférences HDR en philosophie. Elle enseigne à l'École normale supérieure de Lyon. Elle conduit ses recherches à l'IRIM, Institut d'histoire des représentations et des idées dans les modernités. Audrey est une spécialiste de philosophie de l'art et ses recherches se déploient dans 4 directions principales. Tout d'abord, l'examen de la Kunstwissenschaft, ou science de l'art, qui s'élabore en Allemagne dans la première moitié du XXe, avec un regard plus spécifique sur l'iconologie d'Erwin Panofsky, auquel elle a consacré un ouvrage en 2012. Un deuxième axe de recherche sur les théories du visible, des médias optiques, de l'image. Un troisième axe sur le rapport entre art et histoire, avec un intérêt pour les différentes histoires dont l'art est l'objet. Histoire des formes, histoire des significations, histoire des techniques, histoire des discours. Et elle a publié un ouvrage sur ce thème en 2014, Penser l'art, penser l'histoire. Mais cette thématique interviendra également en filigrane, je pense, dans la conférence d'aujourd'hui, ce qui me permet d'arriver au 4e axe de recherche, l'art préhistorique, auquel elle s'intéresse depuis au moins 2022, puisqu'elle a dirigé un recueil collectif sur cette question, L'art avant l'art, le paradigme préhistorique. Et c'est donc sur ce thème que va porter la conférence d'Audrey aujourd'hui. Elle vient nous présenter son tout dernier livre, qui est sorti jeudi dernier, voilà, j'en perds ma feuille, Repenser l'histoire depuis l'art préhistorique, et qui est la version remaniée de l'habilitation à diriger les recherches qu'elle avait soutenues en 2022, ouvrage paru chez ENS Éditions. Il s'agit d'un ouvrage extrêmement original qui exemplifie la célèbre formule de Canguilhem, le philosophe médecin, qui nous dit la chose suivante. La philosophie est une réflexion pour qui toute matière étrangère est bonne, et nous dirions volontiers pour qui toute bonne matière est étrangère. Et effectivement, l'art paléolithique est une matière a priori étrangère à la philosophie de l'art. L'art paléolithique présente des vestiges lacunaires, éparpillés dans l'espace, que l'on a bien du mal à dater en l'absence de sources textuelles. Il est réactivé dans l'art du XXe et du XXIe siècle. Un art paléolithique qui met donc à l'épreuve de manière féconde la philosophie, et va l'obliger à renouveler ses catégories esthétiques habituelles et à développer de nouveaux concepts pour penser l'histoire de l'art. Dans son ouvrage, Audrey montre en particulier qu'il s'agit de renoncer à une compréhension linéaire et orientée de l'histoire avec une origine unique et un progrès. L'hypothèse d'Audrey est que le de préhistoire n'est pas seulement un avant l'histoire, mais un déstabilisateur de l'ordre historique. Un défi conceptuel dont elle a fait un puissant levier d'analyse en dialoguant avec un certain nombre de sciences humaines. Donc je vais à présent lui laisser la parole en vous demandant de ne pas oublier de remplir le petit papier qui vous a été distribué avant la conférence en indiquant votre nom qui vous permettra peut-être, si vous êtes chanceux, de gagner l'ouvrage d'Audrey lors d'un tirage au sort à la fin de la conférence. Merci. Merci beaucoup. Céline, pour cette présentation très généreuse. Je crois que c'est bon. Et aussi pour la citation de Canguilhem, qui vraiment décrit très bien le projet de l'ouvrage et peut-être même plus généralement ce qu'il me plaît de bricoler avec la philosophie. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors merci beaucoup aux collègues grenoblois pour m'avoir invité à présenter ce livre tout fraîchement publié devant vous. Merci aussi à l'équipe de ENS Éditions de m'accompagner pour cette présentation. Il n'y a pas de joie plus grande que de pouvoir travailler, de pouvoir présenter devant autrui son travail. Alors dans l'ouvrage que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui, je fais une hypothèse, à savoir que la découverte de l'art paléolithique, et en particulier de ces spectaculaires peintures pariétales au tournant du XXe siècle, force à élaborer de nouveaux concepts pour penser l'histoire.
La question que je pose concerne la manière dont on fabrique l'histoire, notre définition de l'art, et donc aussi la manière dont nous concevons la culture et notre humanité. En effet, la façon dont nous historisons, dont nous mettons en histoire les objets culturels implique une certaine construction du passé et de notre passé. Dans ma présentation, je ne vais pas faire un résumé des façons très variées dont les auteurs ont cherché à forger l'histoire et essayer de résoudre le problème d'une histoire de l'art préhistorique. Ces résultats, si je puis dire, résultats entre guillemets, je vous laisse le soin de les découvrir, j'ai préféré pour la présentation d'aujourd'hui, aussi à destination des étudiants, insister sur la problématique, sur la question que j'ai décidé de construire et aussi sur la méthode, dans l'espoir aussi que les étudiants pourront peut-être en tirer quelques indications pour leur propre façon de lire et de faire la philosophie. Le sous-titre de l'ouvrage, c'est « Repenser l'histoire depuis l'art paléolithique ». Le sous-titre indique l'objectif que je me suis fixé et donne aussi des indications de méthode. Alors, depuis. Il s'agit dans l'ouvrage d'ouvrir l'histoire jusqu'au paléolithique et, si c'est possible, d'intégrer cette période à l'histoire. Bref, il s'agit, et c'est assez troublant pour des gens qui font de l'histoire de l'art, il s'agit de concevoir une histoire de l'art qui ne commence pas avec l'Orient ancien, avec l'Égypte, avec Sumer, avec Babylone, mais 30 000 ans plus tôt, voire, on va le voir tout à l'heure, beaucoup plus tôt, jusqu'à 1 million d'années, voire plus. Alors ça, c'est un premier sens de depuis. Allez le plus loin possible. Mais depuis, c'est aussi penser à partir de, avec, en se laissant déranger par, et c'est la notion de défi préhistorique. Et là, je dois dire que c'est l'équipe de NS Éditions avec laquelle on a décidé du titre qui m'a un peu poussée à prendre comme titre le défi préhistorique. Et on va dire vraiment la partie méthodologique, on l'a basculé dans le sous-titre. Voilà, donc c'est une œuvre entre l'auteur et l'équipe éditoriale. Donc depuis, ça a le sens de à partir d'eux, en se laissant déranger par. En effet, l'hypothèse que je défends, c'est que lorsqu'on part des productions paléolithiques, on peut et même on doit reconsidérer l'histoire. Alors cette idée que l'art lui-même force à reconsidérer l'histoire, elle a déjà été suggérée par quelques-uns des représentants les plus importants de la Kunstgeschichte, de l'histoire de l'art. Et on la trouve notamment formulée de manière très efficace et concise par Erwin Panofsky, dans un article qui ne parle pas du tout de préhistoire. Alors là, c'est Chauvet que je voulais utiliser pour suggérer que l'histoire de l'art commence au moins il y a 32 000 ans. Et là, je vous parle non plus de préhistoire, mais des sculptures du portail de la cathédrale de Reims, qui posent à l'historien de l'art, à l'iconologue Panofsky, des problèmes de chronologie redoutables. Alors même qu'on est dans un contexte assez serré, on va dire ces sculptures, ce portail est produit dans un laps de temps assez court, à un même endroit, sur un même chantier, avec des sculpteurs qu'on peut identifier. Malgré tout, Panofsky a beaucoup de peine à ordonner la chronologie de cette statuaire selon un axe. Et le problème de chronologie est tel que Panofsky nous dit que son travail d'historien de l'art, ce n'est pas de considérer l'art sous l'angle du temps, de ranger les statues dans l'histoire, mais de considérer le temps sous l'angle de l'art. J'ai essayé d'élargir cette proposition de Panofsky pour dire que c'est du phénomène artistique lui-même et des difficultés qu'il y a à mettre les différents objets en rapport qu'il faut partir pour s'interroger à nouveau frais sur le temps culturel. Or, la possibilité, et je pense même la nécessité
de reposer le problème de l'histoire depuis l'art est aiguisé à l'extrême dans le cas de l'art préhistorique. Mais avant de vous montrer pourquoi le problème de l'histoire est aiguisé lorsqu'on envisage la préhistoire, je dois répondre à une objection. S'agit-il d'art? Je fais tout de suite une précision. Défendre l'idée qu'on peut à bon droit parler d'art préhistorique n'est pas l'objet de mon ouvrage. C'est une question que j'ai abordée, non pas toute seule, mais avec des collègues historiens, historiens de l'art, philosophes, dans un ouvrage précédent qui s'appelle « L'art avant l'art, le paradigme préhistorique », dans lequel nous avons mobilisé nos compétences interdisciplinaires pour nous interroger sur cette notion d'art préhistorique. Alors, toutefois, cela ne lève pas vraiment l'objection, je vous indique simplement cette référence. Alors, il va de soi que les préhistoriques ne partageaient pas notre conception moderne, voire déjà post-moderne de l'art, pas plus qu'ils ne partageaient la conception de l'art qu'ont pu avoir les hommes de la Renaissance. Toutefois, les plus grands préhistoriens, jusqu'à nos jours, parlent d'art préhistorique. D'Henri Breuil jusqu'à Jean Clotte, Michel Laure-Blanchet, etc. Alors pourquoi emploie-t-il le mot tout en sachant que c'est un art bien particulier? D'abord, ce mot leur permet de dire la beauté de certains objets préhistoriques. Ça leur permet de dire la grande qualité, la technicité parfois très fine employée pour construire ces objets. Et parler d'art préhistorique permet aussi de dire que ces objets ont été fabriqués dans des cultures complexes, qu'elles ne sont pas l'œuvre de primitifs. Donc il faut pouvoir tenir les deux positions ensemble, c'est-à-dire d'une part reconnaître que, bien sûr, ce n'est pas de l'art au sens où on peut parler d'art au XVIe siècle, au XIXe siècle ou de nos jours, mais qu'en même temps il est pertinent d'utiliser la notion d'art pour décrire et comprendre les ouvrages préhistoriques. Et pour ma part, je considère qu'on peut à minima attribuer à l'humanité préhistorique, y compris à l'humanité d'avant Homo sapiens, une sensibilité aux formes et au beau, une intentionnalité esthétique, c'est-à-dire non pas forcément la volonté de faire de l'art, mais du moins la volonté de collecter des beaux objets, des objets remarquables par leur forme, par leur couleur, par leurs matériaux, et aussi une intention délibérée de produire de belles formes et d'attribuer vraisemblablement une dimension symbolique à ces objets, même si nous ne pouvons pas du tout la reconstituer. Et cette intentionnalité, cette sensibilité aux formes, elle se manifeste bien sûr dans la peinture spectaculaire d'Altamira. Vous voyez ici, c'est la découverte en 1879, Lascaux, un Chauvet. Mais cette intention formelle, on peut également la découvrir dans une grande variété d'artefacts auxquels on ne penserait pas forcément à attribuer d'emblée le nom d'art. Alors je vous montre des objets. Donc là, ça c'est intéressant parce que c'est le croquis du plafond coloré que je viens de vous montrer par son découvreur. Plus exactement, c'est la fille Maria de Marcellino qui a découvert le plafond. Le croquis est important parce qu'il faut bien vous rendre compte que beaucoup d'auteurs que je travaille n'ont pas été dans les grottes. Mais ils étaient tributaires de photographies, de reproductions, de ce qu'on appelle des croquis ou des relevés. Donc c'est important, à la fois il faut donner une grande importance à l'art préhistorique et donc à la réalité matérielle de ces productions, tout en comprenant que les théoriciens n'ont pas forcément, ou même en réalité rarement, accès à l'original et encore moins à l'original in situ. Donc c'est intéressant de montrer, on va dire, ce qu'on peut voir aujourd'hui
et de montrer la documentation à partir de laquelle les savants ont travaillé. Alors là, je vous montre des objets. Non, je ne vais pas réinstaller mon téléphone. J'essaie juste d'avoir un petit peu l'œil sur sur le temps. Donc là, vous voyez des objets gravés, qui sont les premiers qu'on ait trouvés. Merci. Là, vous voyez un collier de coquillages. Alors, ce n'est peut-être pas de l'art, mais cela témoigne d'une sensibilité, d'une volonté, déjà de se parer. Là, tout à fait petit mais spectaculaire, hein, une minuscule tête de lion en ivoire. Donc là, on est plutôt dans le domaine de la sculpture, de la ronde bosse. Et voilà. Là, un biface tout à fait spectaculaire, 1,7 million d'années. Donc tel est le type de production depuis lesquels je me suis efforcée de réfléchir. Alors raisonner depuis l'art veut dire que dans cet ouvrage, l'art n'a pas de fonction illustrative, mais qu'il est une matrice à partir de laquelle réfléchir. Je n'ai pas voulu céder à la facilité consistant à se donner l'art préhistorique comme un objet tout fait. Je n'ai pas non plus voulu en faire une simple métaphore d'un art très ancien ou d'un art primitif, mais j'ai toujours essayé de savoir quels sont les objets de référence à partir les théoriciens que j'analyse ont eux-mêmes développé leur théorie. Quand Élie Faure intègre la préhistoire à son histoire de l'art au début du XXe siècle, son univers visuel et son champ de connaissances sur la préhistoire n'est pas du tout celui de Georges Bataille qui écrit en 1950 après la découverte de Lascaux. Voilà, Élie Faure résonne encore avec des croquis de l'abbé Breuil ou des photographies. Il n'a pas vu d'originaux. Alors, non seulement ce que les théoriciens et les savants peuvent voir est différent, parce que cela dépend de l'état des découvertes. Par exemple, Chauvet n'a été découvert qu'en 1994, donc ils ne peuvent pas raisonner à partir de ce matériau-là. Donc il y a, on va dire, la documentation visuelle qui est différente selon qu'on avance dans le siècle, et aussi, bien sûr, le paradigme scientifique dominant qui rend compte de la préhistoire. Selon les savants ou les théoriciens qu'on utilise, on travaille avec des gens soit qui adhéraient au transformisme de Gabriel de Mortier, soit qui adoptaient la théorie de l'évolution, soit qui étaient structuralistes. Donc il y a ce qu'ils voient qui est différent, mais aussi le système scientifique qui agence les découvertes qui évoluent depuis le XIXe siècle. Alors je ne veux pas dire par là que plus on avance dans le temps, plus les théories sont vraies, parce qu'on aurait découvert plus de choses et parce que la science faisant des progrès, on arriverait plus près de la réalité préhistorique. Il y a même des cas tout à fait intéressants. Un historien de l'art comme Alois Riegel dit à la fin du XIXe siècle des choses très intéressantes sur l'ornementation préhistorique grâce à un concept de Kunstwollen. Il a une position très avancée sur l'art préhistorique puisqu'il fait l'hypothèse que des homos qui ne sont pas sapiens sont déjà des producteurs d'art. Il dit ça à la fin du XIXe siècle en n'ayant quasiment rien vu. Il a vu des reproductions de poignards ornementés de reines. En 1950, un autre historien de l'art qui s'appelle Heinrich Wölfflin exclut complètement l'art préhistorique de l'histoire de l'art parce que c'est un art de sauvages. Et il écrit après la découverte de Lascaux. Donc vous voyez, là aussi, il faut tenir deux choses ensemble. Il y a un historique des découvertes et il y a, objectivement, des avancées scientifiques dans l'étude préhistorique, mais en même temps, ce n'est pas parce qu'un historien parle sur la base de toutes ces découvertes et de ces avancées scientifiques qu'il aurait davantage raison, qu'il dirait des choses plus intéressantes qu'un collègue qui n'avait pas toutes ces informations à sa disposition. Ces précisions sur l'art étant faites, je dois essayer de défendre cette hypothèse, à savoir que l'art paléolithique nous invite à penser l'histoire autrement.
Le présupposé principal que je défends est que la découverte de la profondeur temporelle préhistorique n'entraîne pas simplement un allongement de l'histoire, mais sa transformation qualitative. Pour faire entrer les découvertes préhistoriques dans l'histoire, il ne suffit pas de faire commencer l'histoire mondiale un peu avant ou beaucoup avant et d'en ouvrir un chapitre supplémentaire. En réalité, les œuvres d'Altamira de Lascaux de Chauvet exigent une conception renouvelée de l'histoire. Pourquoi ? Premièrement, la durée découverte, elle est effarante, effrayante. Le récit des découvreurs, de ces personnes qui ont eu la chance de tomber dans une grotte ou d'aller dans une grotte et d'être les premiers depuis des millénaires à voir des mains, des gravures, des peintures, etc., racontent toujours la stupéfaction qui est la leur. Et c'est une stupéfaction que j'ai essayé d'analyser en termes de sublime, mais d'un sublime temporel. Donc cette durée, elle est effrayante, effarante. C'est une durée, deuxièmement, qui est abyssale. Il n'a pas du tout été possible au départ de dater les découvertes, puisqu'on n'avait pas la possibilité de donner des datations absolues des objets ou des peintures. Mais on savait au moins que, par exemple, certains manches de poignards gravés sont contemporains d'espèces animales disparues. Donc on n'avait pas de date, mais on savait que c'est très ancien. Et donc en dehors des temps historiques. Alors c'est le cas du silex de Hoxne, qui joue un rôle important dans mon ouvrage parce que j'essaye d'emmener le lecteur en préhistoire en décrivant la découverte stupéfiante de ce silex. À l'époque, on n'arrive pas du tout à le dater, on sait juste qu'il est très ancien. Aujourd'hui, on est sur une temporalité de 400 000 en BP, before present, ça veut dire avant 1950. C'est sidérant. Quand on compare ça à l'âge des pyramides de Khéops, on n'est pas du tout dans la même échelle. Ensuite, comme tu l'indiquais, la dimension tout à fait lacunaire. À la fois, on a énormément de vestiges, mais c'est très lacunaire par rapport à ce qui était produit. Donc, c'est une histoire à trous, inévitablement et définitivement. Donc, cette histoire à trous fait qu'il n'est pas possible de raconter une histoire linéaire avec un début, une fin, des épisodes et une fin, c'est-à-dire qu'il manque des choses. Donc ce devenir-là, ce serait un quatrième point, il ne peut pas du tout être représenté ou formalisé selon une ligne, un axe chronologique, ça ne marche pas. Et à toutes ces difficultés épistémologiques, s'ajoute un phénomène très curieux et fascinant que j'ai appelé un télescopage des temps, lorsque les artistes du XXe siècle et du XXIe siècle découvrent eux aussi la préhistoire, sont fascinés par ce qu'ils voient et éprouvent l'art préhistorique comme moderne. C'est le thème d'un art moderne qui aurait 40 000 ans. Je pourrais vous montrer des dizaines d'images qui vraiment montrent à quel point la préhistoire a nourri l'imaginaire et aussi les techniques employées au XXe et XXIe siècle. Alors là, vous voyez comment l'imaginaire de Fernand Léger a été allumé par les silex. Là, j'ai pris une toile de Miro parce que la taille, ça fait quasiment 7 mètres de long, donc on a un petit peu cet espace de grotte qui est reconstitué. Et c'est intéressant parce qu'il reprend la technique des empreintes de main. Soula joue aussi pour moi un grand rôle dans l'ouvrage, Pierre Soulages. Et toutes ces spécificités du temps préhistorique forcent à écrire l'histoire différemment. Et le problème n'est pas simplement de datation, mais il est d'ordonnancement. Alors, de quelle conception devons-nous nous défaire et quel modèle devons-nous construire pour penser l'art paléolithique, non plus avant l'histoire ou en dehors de l'histoire, mais avec le reste des productions artistiques.
Alors voici quelques auteurs que j'aborde dans l'ouvrage. Je les ai un peu mélangés, fait un pot pourri. Ces autres façons d'écrire l'histoire, je ne les ai pas repérées chez des philosophes qui sont assez peu intéressés par la préhistoire, matière peut-être trop impure ou compliquée. Et en l'absence de documentation philosophique, parce que l'histoire de la philosophie ne nous dit pas grand-chose de la préhistoire, j'ai été forcée d'aller, de construire un corpus nourri des travaux, bien sûr, des préhistoriens, des anthropologues, des historiens de l'art, des critiques d'art, des linguistes. Il y a à la fois des figures canoniques, institutionnelles, par exemple comme André Leroi-Gourhan, et il y a aussi des gens qui sont à la marge universitaire. J'ai parlé d'Eliphore, on pourrait parler de Karl Einstein. Ce ne sont pas des gens qui sont professeurs des universités, mais Eliphore est médecin, embaumeur, anesthésiste. Karl Einstein est journaliste, critique, et je pense que c'est leur position à l'extérieur de l'université qui leur a certainement permis d'avoir une liberté d'interprétation et de garder l'esprit ouvert, finalement, pour les découvertes préhistoriques, là où une histoire de l'art plus académique continuait à s'intéresser à la Renaissance, au baroque, au maniérisme, mais sans s'ouvrir sur cette étrangeté préhistorique. Donc c'est une méthode, une démarche que j'assume totalement, c'est en philosophe, lire des textes que la tradition n'a pas estampillés comme étant des sources philosophiques. Donc cela implique de considérer qu'un texte d'anthropologue, il n'est pas simplement informatif, il n'est pas simplement descriptif, mais qu'il y a des partis pris de méthode, certaines conceptions qui méritent que le philosophe s'y intéresse afin de compléter sa boîte à outils. Et ces textes de critique d'art, d'anthropologue, de linguiste, je les ai lus en épistémologue. Et c'est sur cette notion d'épistémologie que je souhaite un peu poursuivre et aussi finir ma présentation. Alors dans mon travail de thèse, j'ai essayé de faire une épistémologie de l'histoire de l'art et en particulier une épistémologie de l'iconologie. C'est un mot savant mais qui dit une chose assez simple. L'iconologie, c'est cette partie de l'histoire de l'art qui s'intéresse à la signification des œuvres d'art et essaye d'interpréter ces différents sens. Et donc je me suis demandé, mais comment marche cette méthode qu'a notamment perfectionnée Erwin Panofsky? Ma question était la suivante. Lorsqu'un historien de l'art iconologue étudie une œuvre d'art, que présuppose sa méthode du rapport entre texte et image, de la beauté, de l'objectivité, du plaisir esthétique? Et inversement, j'ai essayé de ces analyses, j'ai essayé également aussi de reprendre certaines notions philosophiques classiques à partir de l'histoire de l'art. Donc, voilà pour le travail de thèse, lire l'histoire de l'art en épistémologue, se demander comment ça fonctionne, quels sont les présupposés théoriques qu'emploie consciemment l'historien de l'art. Mon travail d'habilitation, dont est issu l'ouvrage dont on parle aujourd'hui, il reprend cette idée d'une épistémologie, mais il ne se limite plus à l'épistémologie de l'iconologie ou à l'épistémologie du formalisme, mais il propose de faire une épistémologie depuis l'art. C'est-à-dire que ce n'est plus l'art qui est l'objet de l'épistémologie, mais l'épistémologue se nourrit du matériau artistique. Une telle proposition, de faire de l'épistémologie depuis l'art, ça équivaut à avancer une thèse sur ce qu'est la philosophie de l'art, sur ses objets et sur sa méthode. À la question de savoir que peut une philosophie de l'art ou à quoi sert une philosophie de l'art, je réponds que l'art constitue un levier pour déplacer
la pensée, y compris hors du champ qu'on a l'habitude de qualifier d'esthétique. Une telle philosophie, je l'ai appelée une philosophie de l'art plus qu'esthétique, parce qu'elle ne se limite pas à examiner les objets dont on pense spontanément qu'ils sont la chasse gardée de l'esthétique, le beau, le sublime, le sensible, le génie, l'imitation. Je fais l'hypothèse que, avec la philosophie de l'art, on peut aussi dire des choses sur l'histoire, sur la causalité, sur l'objectivité. Ce qui permet cet élargissement, c'est de définir l'art comme un phénomène culturel qui est doté de propriétés matérielles, bien sûr, formelles, techniques, symboliques, sociales et aussi discursives. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'une peinture peut avoir des propriétés discursives? Ça veut dire qu'une peinture n'est jamais uniquement un phénomène visuel, parce que même un artefact visuel est traversé par des théories, par des discours, par toute une historicité des théories. Donc, c'est ce que je veux dire par les aspects discursifs d'une image. Bien sûr, l'image n'est pas un texte, mais quand vous regardez par exemple une image en perspective, vous avez une stratification théorique depuis 1435 sur l'image en perspective. Donc je considère que l'art, c'est ce nœud culturel et historique particulièrement complexe, objet privilégié d'une analyse historique et épistémologique. De mon point de vue, l'art n'est jamais un objet tout prêt, dont il n'aurait plus qu'à faire la philosophie, mais il faut construire et gagner un savoir sur cet objet. Et il me semble que c'est parce que l'art est saisi dans cette approche historienne et épistémologique qu'il ouvre un champ de réflexion au-delà des questions esthétiques traditionnelles. Que permet de penser une philosophie de l'art plus qu'esthétique? Alors, dans le cas qui nous concerne, les différents modèles pour écrire l'histoire, la régression, le buisson, le graphe, le rythme, la symphonie, des modèles bilinéaires, les rhizomes, tous ces modèles permettent de penser une très grande variété de questions. Là, c'est un usage simplement illustratif de mon propos. Et c'est par ces questions que j'ai envie de finir. Comment écrire une histoire non linéaire qui tienne en même temps compte de données chronologiques? Y a-t-il une rupture ou y a-t-il une continuité entre le paléolithique et nous? Notre culture commence-t-elle avec l'Égypte, via la Grèce? Commence-t-elle au néolithique? Commence-t-elle au paléolithique? Et si oui, jusqu'à où remonter? Et bien sûr, ces questions sont intéressantes parce qu'il y a toujours de très bons arguments pour accepter une réponse plutôt que l'autre. Comment résoudre ce que j'ai appelé dans l'ouvrage une antinomie de la raison historique partagée entre rupture et continuité? Peut-on aussi résoudre une autre antinomie, c'est-à-dire un problème irrésoluble entre les partisans d'une rupture entre la préhistoire et nous et les partisans d'une continuité? Dernière question. Si on peut parler d'art pour des productions datant d'il y a plusieurs centaines de milliers d'années, bon, Lascaux, c'est que 17 000, mais si on peut parler d'art pour des bifaces, l'art n'est plus le seul fait d'Homo sapiens, il n'est plus le marqueur d'une espèce humaine en particulier. Et qu'est-ce que cela implique de notre conception de l'humanité? Ces questions sont le défi lancé par la préhistoire et auquel on peut réfléchir depuis l'art. Merci beaucoup pour votre attention.